Au début du mois de septembre 2017, des mortalités de porcs ont été constatées dans des élevages du département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué de presse du ministère des Ressources animales et halieutiques du 16 octobre 2017. Les résultats des examens réalisés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine dans certaines localités de Ferkessédougou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure donc les consommateurs et les acteurs de la filière porcine que la consommation et la vente des porcs n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, en dehors du département de Ferkessédougou infecté par la maladie. Le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a donné des précisions sur les mesures urgentes prises par le gouvernement. En vue d'éradiquer le virus, des mesures urgentes suivantes ont été prises. L'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou. L'abattage des animaux dans les élevages, dans les zones infectées. La destruction des carcasses et du matériel infecté. La désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés. La réactivation des groupements de défense sanitaire d'éleveurs des porcs sur toute l'étendue du territoire national. L'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national, notamment dans les régions non touchées, pour empêcher toute introduction malveillante dans celles-ci des matières virulentes à partir des zones infectées et la mise en fonctionnement immédiate des postes de contrôle sanitaire. Notons que la peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l'homme. Mais cette maladie affecte le capital animal des éleveurs, limite les possibilités d'intensification des élevages et opportunités d'accès au marché des animaux et des produits. Dans les bras de ces mamans, les 10 plus beaux bébés de l'année 2017, selon les autorités sanitaires du CHR de Djimbokro. Ces tout mignons ont entre 0 et 2 ans. Parmi ceux-ci, bébé Ousoumiembo, né de maman Eouma Asso le 21 octobre 2016 à l'hôpital de Djimbokro, a été déclaré le plus beau des plus beaux. À travers les félicitations que reçoivent leurs mères respectives, les 10 bébés les plus beaux de Djimbokro ont été honorés. Un excellent cadre aussi pour exhorter les femmes à fréquenter les établissements sanitaires, surtout s'y rendre pendant leur grossesse jusqu'à l'accouchement et la petite enfance. Malgré les efforts de gratuité pour les vaccins, nombreuses sont les mères qui ne sont pas encore à jour de leurs vaccins, ni ceux de leurs enfants. Un enfant ayant tous ses vaccins à jour est protégé contre des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, le tétanos. Les hommes aux côtés de leurs femmes, lors de ce moment de fierté doublée de joie, ont été appelés à soutenir celles-ci, de sorte que les femmes aient accès à toutes les prestations qui ont trait à la grossesse, à l'accouchement et à la protection de la petite enfance. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné que les mamans ne respectent pas leur rendez-vous de consultation prénatale et de vaccination. Le concours du plus beau bébé, c'est une façon de récompenser toutes les mères qui arrivent, qui ont tous leurs vaccins à jour, qui respectent leur rendez-vous de consultation prénatale, qui ont tous les examens au complet. Et parfois, celles mêmes qui sont accompagnées par leur mari. Le CHR de Djimbokro, à travers son service de gynécologie obstétrique, fait beaucoup de sensibilisation. De janvier à septembre 2017, 1032 femmes enceintes ont été reçues en consultation. 6 d'entre elles ont reçu des prix et des cadeaux. Juste récompense, le CHR de Djimbokro a obtenu le prix Hôpital Ami des bébés, édition 2017, décerné par le Programme national de nutrition soutenu par l'UNICEF. Le tournoi de football qui a tenu en haleine l'ensemble des villages du pays à Djougou s'est achevé comme il a commencé, c'est-à-dire
dans la liesse populaire. Après des semaines d'intenses batailles sportives, les villages de Dabo Ali et Pass se sont qualifiés pour la finale. Une finale rehaussée par la présence des grands chefs coutumiers. Bien que très entreprenantes, les deux formations ne trouveront jamais le chemin des buts pendant le temps réglementaire. En attendant la décision au tir au but, les joueurs ont cherché l'inspiration dans la prestation des troupes de danse. Le village de Pass se montre plus adroit dans l'exercice des tirs et remporte l'édition 2017 de ce grand tournoi de la fraternité du Leboutou. Dans cette école à Sanaa, c'est une journée comme les autres. Mais de nombreux autres établissements dans la capitale yéménite sont restés fermés malgré le début de l'année scolaire. Les rebelles Houssis qui contrôlent la ville ne payent plus les salaires des enseignants, poussant nombre d'entre eux à faire grève. Les enseignants font face à de nombreuses difficultés en ce moment, notamment le fait qu'ils ne touchent pas leur salaire. Et la plupart d'entre eux n'ont pas d'autres sources de revenus. Selon l'UNICEF, 78% des écoles du pays sont affectées par la crise salariale des enseignants, qui disent refuser de travailler à moins d'être payés. Près des 3/4 d'entre eux n'ont pas reçu leur salaire depuis 1 an. Ils se sont engagés à nous donner la moitié de nos salaires, mais nous ne voulons pas la moitié de nos salaires, nous voulons nos salaires complets, ainsi que les salaires impayés de ces derniers mois. Nous sommes tout de même venus enseigner pendant 1 semaine ou 2, et nous allons attendre de voir comment ils vont respecter ces engagements. Au Yémen, la guerre oppose depuis 3 ans les rebelles Houssis, appuyés par l'Iran, à des forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie, poussant ce pays pauvre au bord de l'effondrement. Nos familles souffrent vraiment. Elles doivent nous acheter des fournitures scolaires, mais il n'y a pas de salaire. Nous voulons qu'ils distribuent les salaires à tout le monde. Indépendamment de la grève, des centaines d'écoles ont été détruites ou endommagées par les combats et les raids aériens, qui ont fait plus de 8500 morts et près de 49 000 blessés. « 19 octobre 1987, les marchés boursiers s'affolent. Ce jour-là, à Wall Street, les puissants ordinateurs ont la plus grande peine à suivre les transactions. Et quand la cloche de fin de séance retentit, le Dow Jones perd 508 points, soit 22,6%. Près de 600 millions de titres échangés et quelques 560 milliards de dollars volatilisés. Cette chute de la première bourse mondiale a entraîné dans son sillage les autres grandes places avec un plongeon de 46% à Hong Kong, de près de 27% à Londres. La place de Paris a mieux résisté, perdant seulement 9,64%. Le crash de 1987 a vu l'indice du Dow Jones baisser jusqu'à son paroxysme avec moins de 22,6% en 1 jour. La politique économique du gouverneur de la Banque centrale visant à éradiquer l'inflation a provoqué une hausse importante des taux d'intérêt et l'annonce des chiffres du déficit commercial américain ont aggravé la tendance. Cette crise est la première de l'ère informatisée de la bourse. En effet, les systèmes boursiers informatisés ont été mis en cause en raison de leur manque de fiabilité. Cette crise ne s'est pas propagée à toute l'économie américaine comme en 1929. Néanmoins, elle a nécessité l'intervention de la Réserve fédérale des États-Unis. Ces crashs boursiers ont affecté la capacité des investisseurs à honorer leurs créances et la confiance des ménages qui ont moins consommé et se sont rués auprès des banques pour retirer leurs épargnes. Ce phénomène est communément appelé le bank run, une chute des indices intervenue en pleine période de prospérité de l'économie mondiale. Lundi 19 octobre 1987 résonne encore dans les salles de marché comme la pire journée boursière, 58 ans quasiment, jour après jour, après celle du 24 octobre 1929, intervenue en pleine Grande Dépression. Depuis, les indices boursiers ont tangué, perdant parfois environ 10%, mais sans jamais atteindre l'ampleur du Black Monday, lundi noir. Le crash de 1987 est sans doute le premier crash de notre ère informatique.